Cela vous semble peut-être étrange qu'une fille intelligente comme Karen Tandy fasse appel à l'infâme charlatan que je suis. Mais il faut avoir pratiqué la clairvoyance un bon bout de temps pour réaliser à quel point les gens sont vulnérables lorsqu'ils sont menacés par des choses qu'ils ne comprennent pas. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'ils sont menacés par la maladie et la mort. La plupart de mes clients ont toutes sortes de questions à poser sur leurs conditions mortelles. Un chirurgien peut être rassurant et très compétent. Il est incapable de fournir à ses patients une réponse satisfaisante lorsqu'il en arrive à la question suivante. Que se passe-t-il une fois que leurs vies se sont brusquement arrêtées ? Il n'est pas bon qu'un docteur dise à un malade « C'est très simple, madame. Si votre cerveau cesse d'émettre de nouvelles impulsions électriques, nous devrons considérer que vous êtes perdu et parti pour toujours. » La mort est trop effrayante, trop totale, trop mystérieuse, pour que les gens aient envie de croire qu'elle a un quelconque rapport avec les réalités implacables de la médecine et de la chirurgie. Ils ont envie de croire à une vie après la mort, ou tout au moins à un monde spirituel où les esprits éplorés de leurs ancêtres morts depuis longtemps errent pour l'éternité, vêtus de l'équivalent céleste des pyjamas de soie. Je lus aisément la peur de la mort sur le visage de Karen Tandy lorsque je lui ouvris la porte. En fait, elle marquait tellement ses traits que je me suis sentie plutôt mal à l'aise dans ma robe verte, avec mon ridicule petit chapeau vert. Elle avait des attaches fines et un visage anguleux, le genre de fille qui gagne toutes les courses à pied dans les épreuves sportives au collège, et elle parlait avec une politesse grave qui me fit ressentir mon imposture plus que jamais. « Êtes-vous monsieur Erskine ?» demanda-t-elle. « C'est bien moi. Dit la bonne aventure, prédit l'avenir, vous connaissez le reste. » Elle entra d'un pas tranquille dans mon appartement et son regard se posa successivement sur le brûle-encens, le crâne et les rideaux étroitement tirés. Je sentis soudain à quel point toute cette mise en scène était fausse et bidon, mais elle ne parut pas s'en apercevoir. Je lui indiquai une chaise, puis je lui offris une cigarette. Lorsque je la lui allumai, je pus voir que ses mains tremblaient. « Eh bien, mademoiselle Tandy, lui demandai-je, quel est votre problème ? » « Je ne sais pas comment vous l'exposer vraiment. J'ai déjà été à l'hôpital et ils doivent m'opérer demain matin. Mais il y a toutes sortes de choses que j'ai été incapable de leur dire. » Je me carrai dans mon fauteuil et lui souris pour l'encourager. Pourquoi ne pas essayer de me dire ces choses à moi ? « C'est très difficile, dit-elle de sa voix douce et ténue. J'ai la sensation qu'il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. » « Bien, dis-je en croisant mes jambes sous ma robe. Et si vous me disiez de quoi il s'agit ? » Elle porta timidement la main à sa nuque. Il y a à peu près 3 jours de cela, je pense que c'était mardi matin, j'ai ressenti pour la première fois une sorte d'irritation, ici, à la nuque. Cela a enflé et je me suis inquiétée au cas où il s'agirait de quelque chose de grave. Et j'ai été à l'hôpital pour me faire examiner. « Je vois, dis-je avec sympathie. La sympathie, comme vous vous en doutez certainement, est responsable à 99% de succès de quiconque exerce la profession de voyant. Et que vous ont dit les médecins ? Ils ont prétendu que je n'avais pas de raison de m'inquiéter. Mais en même temps, ils semblaient plutôt pressés de m'opérer. Je souris. Parfait. Mais pour quelle raison êtes-vous venu me voir ? Voilà. Ma tante est venue vous consulter 1 ou 2 fois. Madame Carman. Je vis avec elle. Elle ignore que je suis ici, mais elle me dit souvent à quel point vous êtes bon avec elle. Aussi, j'ai pensé que je pouvais venir vous consulter à mon tour. Ma foi, c'était agréable d'apprendre que mes services occultes étaient loués en dehors de chez moi. Madame Carman était une adorable vieille dame qui était persuadée que son défunt mari essayait d'entrer en communication avec elle depuis le monde spirituel. Elle venait me voir 2 ou 3 fois par mois, toutes les fois que ce cher disparu, M. Carman, lui adressait un message de l'au-delà. Cela se passait dans ses rêves, me disait-elle invariablement. Elle l'entendait lui chuchoter quelque chose en une langue inconnue, au cœur de la nuit, et c'était alors pour elle le signal. Elle arrivait au trot à mon appartement de la 10e avenue et dépensait quelques dollars en échange de mes avis éclairés. Une excellente affaire, Madame Carman. « Désirez-vous que je vous tire les cartes ?» demandai-je, relevant l'un de mes sourcils démoniaques. Karen Tandy secoua la tête.
Elle semblait plus sérieuse et préoccupée que la plupart de mes clientes. J'espérais qu'elle n'allait pas me demander quelque chose nécessitant un véritable don occulte. Ce sont ces rêves, monsieur Erskine. Depuis que cette grosseur s'est développée, je fais des rêves épouvantables. La première nuit, j'ai cru que c'était simplement un cauchemar ordinaire, mais j'ai fait le même rêve chaque nuit depuis lors, et chaque nuit il devient plus net. Je crois même que je sais que je vais faire le même rêve et qu'il sera encore plus fort et beaucoup plus angoissant. D'un air pensif, je tirai sur le bout de mon nez. C'est une habitude chez moi, chaque fois que je réfléchis à quelque chose. Cela est dû sans doute à la longueur de mon organe nasal. Certaines personnes se grattent la tête lorsqu'elles réfléchissent et ont des pellicules. Moi, je tire sur ma trompe d'auto, tout simplement. Mademoiselle Tandy, beaucoup de gens font des rêves récurrents. Cela signifie ordinairement qu'ils sont préoccupés par un même problème qui se présente sans cesse à eux et les obsède. Je ne pense pas que cela soit très inquiétant. Elle me regarda de ses grands yeux profonds brun chocolat. Ce n'est pas ce genre de rêve, monsieur Erskine. J'en suis sûre. C'est trop réel. Lorsque vous faites un rêve ordinaire, vous sentez que cela se passe dans votre tête. Mais avec celui-ci, il semble avoir lieu tout autour de moi, en dehors de moi, aussi bien qu'à l'intérieur de mon cerveau. Bien, dis-je. Et si vous me racontiez ce rêve ? Il commence toujours de la même façon. Je rêve que je me trouve sur une île que je ne connais pas. C'est l'hiver et un vent très froid souffle sur cette île. Je sens ce vent, même si les fenêtres de ma chambre à coucher sont toujours fermées. C'est la nuit et la lune est levée, là-bas, cachée par les nuages. Au loin, au-delà des bois, j'aperçois une rivière, ou peut-être est-ce la mer. Elle brille au clair de lune. Je regarde tout autour de moi, et il semble qu'il y ait des alignements de huttes sombres. On dirait un village, une sorte de village primitif. En fait, je sais que c'est un village. Mais il ne semble y avoir personne à proximité. Ensuite, je traverse la prairie, me dirigeant vers la rivière. Je connais le chemin parce que je sais que j'ai vécu toute ma vie sur cette île inconnue. Je sens que je suis terrifiée, mais en même temps, je sens que j'ai des pouvoirs cachés en moi, que je suis probablement capable de surmonter ma peur. Je suis terrifiée par l'inconnu, par des choses que je ne peux pas comprendre. J'arrive au bord de la rivière et je me tiens sur la plage. Il fait toujours très froid. Je regarde vers le large et je vois un grand bâtiment, à voile, sombre, ancré à proximité de la côte. Il n'y a rien dans mon rêve suggérant qu'il s'agit d'autre chose que d'un voilier ordinaire, mais en même temps je suis absolument terrifiée à sa vue. Il semble tellement étrange et non familier. C'est presque comme s'il s'agissait d'une soucoupe volante venue d'un autre monde. Je reste sur la plage un long moment. Ensuite, je vois un petit bateau se détacher du voilier et commencer à se diriger à la rame vers le rivage. Je ne peux pas voir qui se trouve à son bord. Je me mets à courir à travers la prairie, en direction du village, puis j'entre dans l'une des huttes. La hutte semble familière. Je sais que je me suis déjà trouvée là auparavant. En fait, je suis presque assurée que c'est ma hutte. Il règne une odeur étrange dans cette hutte, comme des herbes ou de l'encens ou autre chose. J'ai la sensation désespérément pressante qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais je dois le faire, quoi que ce soit. Cela a un rapport avec les gens effrayants qui se trouvent dans la chaloupe, un rapport avec le voilier sombre. La peur semble grandir en moi, toujours davantage, à tel point que j'ai de la peine à réfléchir. Quelque chose va descendre de ce navire qui aura de terribles conséquences. Il y a quelque chose à bord de ce navire qui est autre. Quelque chose de puissant et de magique. Et je suis désespérée pour cette raison. Alors je me réveille. Karen Tandy tordait son mouchoir, le tournait et le retournait entre ses doigts. Sa voix était douce et ténue, mais elle véhiculait une conviction étrange qui me mit nettement mal à l'aise. Je l'observais tandis qu'elle parlait, et elle semblait persuadée que, quel que soit ce rêve, il était question d'un événement qui lui était réellement arrivé. J'ôtais mon chapeau des conserves de la baie verte. Étant donné les circonstances, il était quelque peu incongru. Mademoiselle Tandy, c'est un rêve très étrange. Est-ce toujours le même,
dans le moindre détail? Exactement. C'est toujours le même. Il y a toujours cette horrible appréhension de ce qui va descendre du bateau. Mhm. Et vous dites que c'est un voilier. Vous voulez dire un yacht, hein? Elle secoua la tête. Non, non, ce n'est pas un yacht. Cela ressemble plus à un galion. L'un de ces bâtiments à voile d'autrefois. Vous savez, un trois-mâts avec des voiles, des tas de haubans et tout le reste. Je tirai sur mon nez encore un peu tout en réfléchissant intensément. Y a-t-il quelque chose sur ce bateau qui vous donne un indice de ce qu'il est exactement? Porte-t-il un nom inscrit sur sa coque? Il est trop loin, il fait trop sombre. Alors bat-il un pavillon? Il a hissé un pavillon, mais je ne pourrais le décrire. Je me levai et allai jusqu'à ma bibliothèque bon marché traitant de l'occultisme. Je pris la clé de 10 000 rêves et quelques autres livres. Je les posai sur la table au tapis vert et trouvai une ou deux références à des navires. Les rêves cités ne me furent guère utiles. Les manuels traitant de l'occultisme sont presque toujours inutiles et souvent ils embrouillent plutôt les choses. Mais cela ne m'empêcha pas de tirer quelques nébuleuses et énigmatiques conclusions sur les envols nocturnes de l'imagination de ma cliente. Les bateaux sont ordinairement rattachés à l'idée de voyage ou à l'arrivée de nouvelles. Dans votre cas, le navire est sombre et effrayant, ce qui m'amène à penser que les nouvelles risquent d'être de mauvaises nouvelles. L'île exprime vos impressions de solitude et de peur. En fait, l'île est votre propre représentation. Quelles que puissent être ces nouvelles, elles sont une menace directe à votre rencontre, à vous en tant que personne. Karen Tandy acquiesça la tête. Je ne sais pas trop pourquoi. Je me sentais vraiment coupable en lui débitant toutes ces foutaises. Il y avait quelque chose de vraiment vulnérable et de tendu en elle, et elle était là avec ses cheveux coupés courts, brun foncé, et son visage si pâle ressemblant au fantôme d'Ophélie. Elle était à ce point sérieuse et perdue que je commençais à me demander si, après tout, ses rêves n'étaient pas réels. « Mademoiselle Tandy, dis-je, puis-je vous appeler Karen ?»« Bien sûr. »« Moi, c'est Harry. Ma grand-mère m'appelait Henri, mais elle était la seule à m'appeler ainsi. »« C'est un joli prénom. »« Merci. » Voilà, Karen. Écoutez, je vais être franc avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose dans votre cas qui ne rend pas le même son de cloche que les affaires dont je m'occupe ordinairement. Vous voyez le genre, de vieilles dames cherchant à entrer en communication avec leurs chiens pékinois dans les bienheureux chenils célestes, ce genre de bêtises. Il y a quelque chose dans vos rêves qui est, comment dire, authentique. Cela ne la rassura pas du tout. La dernière chose au monde que les gens veulent qu'on leur dise, c'est que leurs peurs sont fondées. Même des gens intelligents et instruits aiment être réconfortés par la pensée que leurs visites nocturnes ne sont que des discours empoulés et vides, sans aucune conséquence, je veux dire par là. Seigneur, que si la moitié des cauchemars que font les gens étaient réels, ils perdraient aussitôt leur esprit. Une partie de mon travail était de calmer la terreur de mes clients et de leur dire que les choses dont ils rêvaient n'arrivaient jamais. Que voulez-vous dire par authentique ? Je lui offris une autre cigarette. Cette fois, lorsqu'elle l'alluma, ses mains tremblaient moins. C'est comme ça, Karen. Certaines personnes, même si elles n'en sont pas conscientes, sont en puissance des médiums. En d'autres termes, elles sont très réceptives à toutes ces vibrations occultes qui traversent l'atmosphère ici et là. Un médium est comme une radio ou un poste de télévision. En raison de la façon dont il ou elle est fait, il est capable de capter des signaux, que la plupart des gens ne détectent même pas, et de les interpréter sous la forme de sons ou d'images. Quels signaux ? Elle fronça les sourcils. Je ne comprends pas très bien. Il existe toutes sortes de signaux, dis-je. Vous ne voyez pas les ondes hertziennes de la télévision, n'est-ce pas ? Pourtant, elles sont constamment autour de nous. Toute cette pièce est encombrée d'images de téléspeakerines, de films de David Brinkley et de spots publicitaires pour les flacons d'avoine Kellogg's. Pour les capter, il vous suffit de posséder le récepteur idoine. Karen Tandy tira une bouffée de sa cigarette. « Vous voulez dire que mon rêve est un signal ? Mais quel genre de signal ? D'où vient-il ? Et pourquoi m'a-t-il choisi moi ?» Je secouai la tête. « J'ignore pourquoi il vous a choisi et j'ignore son origine. Cela peut venir de n'importe où.
Il existe des cas authentiques de gens en Amérique qui ont eu des rêves par lesquels ils recevaient des informations détaillées sur des gens qui vivaient dans d'autres pays très éloignés. Je me souviens de ce fermier de l'Iowa qui a rêvé qu'il se noyait au cours d'une inondation au Pakistan. Et la même nuit, il y a eu des pluies de la mousson au Pakistan, durant lesquelles 80 personnes ont péri. La seule façon de se rendre compte de pareils phénomènes, c'est de comparer les ondes de pensée à des signaux. Le fermier a capté le signal, par l'intermédiaire de son subconscient, émis par un Pakistanais qui était en train de se noyer. C'est étrange, je le sais, mais c'est arrivé. Karen Tandy me regarda d'un air suppliant. Alors comment pourrais-je jamais découvrir ce que signifie vraiment mon rêve? Et s'il s'agit d'un signal émis par quelqu'un, d'un endroit quelconque de cette terre, qui a besoin d'aide, et que je n'arrive pas à découvrir la signification de mon rêve? Eh bien, si vous avez réellement envie de savoir, il existe un moyen, lui dis-je. Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. Je désire vraiment savoir. Je veux dire, je suis certaine que cela a un rapport avec ceci, cette tumeur, et je veux savoir de quoi il s'agit. J'acquiesçai la tête. Entendu, Karen. Voilà ce que vous allez faire. Tout à l'heure, je veux que vous alliez vous coucher comme d'habitude et que vous dormiez. Et si vous faites le même rêve encore une fois, essayez d'enregistrer le plus grand nombre possible de détails, des détails concrets. Examinez l'île attentivement. Voyez s'il n'y a pas de point de repère. Quand vous irez vers la rivière, essayez de dessiner mentalement la forme du littoral dans la mesure du possible. S'il y a une baie ou quelque chose de ce genre, essayez de vous souvenir de sa forme. S'il y a quelque chose de l'autre côté de la rivière, une montagne, un port ou je ne sais quoi de semblable, notez-le dans votre esprit. À présent, quelque chose de très important. Tâchez de bien regarder le pavillon du voilier. Et enregistrez-le. Ensuite, dès que vous vous réveillerez, notez tout sur un morceau de papier avec le maximum de détails et faites autant de croquis que vous pourrez de tout ce que vous avez vu. Ensuite, apportez-les-moi. Elle écrasa sa cigarette dans le cendrier. Je dois être à l'hôpital demain matin à 8 heures. À quel hôpital? Les Sœurs de Jérusalem. Bon, écoutez, comme cette affaire est importante de toute évidence, je ferai un saut à l'hôpital. Mettez vos notes dans une enveloppe et laissez-la pour moi à la réception. Qu'en dites-vous? Monsieur Erskine. Harry, c'est formidable. Enfin, je sens que je vais aboutir à quelque chose. Je me penchai vers elle et pris sa main dans la mienne. Elle était mignonne, avec son apparence de petit lutin. Et si dès le début je n'avais pas adopté une attitude très professionnelle séparant mon travail de mes sentiments, si elle ne devait pas entrer à l'hôpital le lendemain, je pense que je l'aurais certainement invitée à dîner. Nous aurions pu aller faire une balade en amis à bord de ma cougar, pour revenir ensuite au bazar occulte d'Erskine et nous livrer à des activités toutes terrestres durant le reste de la nuit. « Combien vous dois-je » demanda-t-elle, rompant le charme. « Vous me paierez la semaine prochaine, répondis-je. Cela remonte toujours le moral des gens qui doivent entrer à l'hôpital quand vous leur demandez de payer après l'opération. Cela leur donne brusquement l'idée que peut-être ils s'en sortiront après tout. « Entendu, Harry, et merci, dit-elle doucement. Elle se leva pour partir. « Ça ne vous ennuie pas si je vous raccompagne pas jusqu'à l'ascenseur, n'est-ce pas ?» lui demandai-je. Je fis voler ma robe verte en guise d'explication. Les voisins, vous savez, ils pensent que je suis un travesti ou quelque chose comme ça. Karen Tandy sourit et me souhaita une bonne nuit. Je me demandais si elle serait aussi bonne que cela. Après son départ, je m'assis dans mon fauteuil et réfléchis un long moment. Il y avait quelque chose qui ne collait pas dans toute cette histoire. D'ordinaire, lorsque mes clients venaient, tout intimidés, me racontaient leurs rêves, il s'agissait de récits standards en technicolor, portant sur des questions de frustration érotique ou de problèmes sexuels, comme de se rendre à un cocktail chez les Vanderbilt et de s'apercevoir que votre pantalon est tombé sur vos chevilles et que vous êtes en caleçon. Certains rêvaient qu'ils volaient dans les airs, d'autres faisaient des rêves de nourriture, des rêves d'accidents et de peurs indicibles, mais aucun de ces rêves n'avait jamais présenté la netteté photographique incroyable, ni la continuité parfaitement logique, toujours la même, de celui de Karen Tandy.